je prends l'occasion de rappeler que Nick Nesbitt est professeur de littérature française à Princeton University. Il est l'auteur de nombreux livres théoriques. Je vais en citer quelques-uns. Donc, Caribbean Critique, Antillean Critical Theory from Toussaint to Glissant, aux éditions Liverpool en 2013. Universal Emancipation, the Haitian Revolution and the Radical Enlightenment, en 2008. Voicing Memory, History of and Subjectivity in French Caribbean Literature, en 2003. Et il est aussi l'éditeur d'un certain nombre de volumes, dont The Concept of Crisis, Reading Capital Today, chez Duke, en 2017, Toussaint l'ouverture, chez Verso, en 2010, et de Sounding the Virtual, Gilles Deleuze and the Philosophy of Music. Ce dernier titre, d'ailleurs, nous donne un indice de la multiplicité de Nick Nesbitt. En effet, je ne crois pas forcément faire une révélation impudique en disant quand même qu'il est aussi musicien de jazz. Je pense que par rapport à Glissant, c'est important de le signaler. Les heures perdues. À 16 heures perdues, oui, oui, mais elles sont aussi gagnées pour nous. Donc, musicien. Donc, je trouve c'est tellement inhabituel. Je voudrais rappeler quand même que, Nick, tu as été aussi formé à Berklee College of Music, hein, avant de passer ta thèse à Harvard. Donc, voilà, des itinéraires comme ça, multidisciplinaires sont possibles. Et encore aujourd'hui, je trouve ça formidable. Bon, ça me touche parce que ça concerne aussi la musique. Et Nick est aussi bien capable de parler de John Coltrane que de Boulez. Je l'ai entendu à l'automne à New York faire un exposé extrêmement spécialisé et brillant sur Boulez et les origines théoriques et politiques aussi de sa pensée. Bref, un homme multiple, un homme glissantien, et qui va nous parler aussi de politique, mais alors sur une notion qui est celle de l'association libre. Donc, politique de la relation, penser l'association libre. Merci François. Merci les organisateurs. Je suis très content d'être là. Vous m'entendez? Oui? Et bon, bien sûr, j'ai lancé ce titre à l'appel de François sans savoir trop ce que j'allais trouver dans ma préparation. Et je me suis repenché tout naturellement sur l'ouvrage de Glissant qui m'a interpellé personnellement depuis longtemps, depuis bien d'années. Nous avons entre nous d'autres experts, encore plus que moi, sur ce texte, mais c'est le discours entier. Et pour moi, c'est un texte vraiment de référence dans l'ouvrage pluriel, théorique de Glissant. Et bon, voilà ce que j'ai trouvé dans ces pages en relisant ce texte qui m'interpelle maintenant depuis, je ne sais pas, plus de 25 ans. Voilà. La société martiniquaise, surdéterminée et structurée par le système capitaliste français, apparaît, Édouard Glissant nous dit dans le discours entier, comme une immense accumulation de marchandises au sein d'une société de consommation de caractère que j'appellerais, à sa lumière, néo-féodal. Suite à l'invitation généreuse de François de participer à cette réunion, je suis retourné voir ce texte qui, pour moi, s'est depuis toujours révélé le plus riche et intrigant de toute l'immense production théorique de Glissant. Depuis quelques années, je dois dire que j'ai un peu laissé de côté Glissant et les lettres antillaises même pour me plonger dans la lecture intensive des 3 volumes de Capital de Marx et sa critique célèbre par Althusser et ses étudiants dans Lire le Capital.
ça tombe bien, à l'entrée de la fac, je me suis procuré le numéro actuel de l'internationaliste marxiste-léniniste, et donc j'ai hâte de le lire. Justement, ça tombe bien pour moi, parce que je vais parler des rapports entre Glissant, peut-être suivant quelques indications de Célia de tout à l'heure, les rapports entre Glissant et un certain Marx dans ce texte, rapport qui me saute aux yeux maintenant d'une façon nouvelle pour moi. Donc, à ma surprise réelle, du fait sûrement de cette réorientation foncière de ma pensée, c'est un tout autre texte, d'une richesse et densité absolument inouïe, qui me saute aux yeux maintenant. En fait, ce que je retrouve aujourd'hui dans l'immense densité de cet amas de 500 pages des écrits théoriques glissantiens des années 70, c'est rien moins qu'une critique de l'économie politique martiniquaise, pour transcrire, disons, le sous-titre que Marx avait donné à Capital. Et si j'aimerais suggérer ce matin, d'une façon tout à fait initiale, tentative, quelques-uns seulement des éléments de cette critique post-marxienne du discours entier, le plus surprenant, c'est, pour moi au moins, c'est d'y trouver aussi une forte dose d'influence, fortement bien sûr cannibalisée, retravaillée, bien entendu, d'Althusser lui-même. Allons voir. Je vous dis tout de suite les sections du livre qui m'ont suggéré cette critique de l'économie politique martiniquaise. Allez revoir, par exemple, les pages, moi je fais référence à l'édition du Seuil, je ne sais pas s'il y en a d'autres en français. Allez voir les pages sur le travail, la non-production, la prépondérance de la consommation, dans le chapitre 13, faire et créer, sur les notions de structure, de la structuration, dans le chapitre 20, sur structure et tension de groupe, dans le chapitre 23, sur les fondements du déséquilibre, l'esquisse d'une histoire non pas événementielle, mais proprement structurelle, dans le chapitre 30, Pont et période, ou encore le chapitre 38, Action culturelle, et ainsi que les lignes culminantes du livre, Résolution, chapitre 96. Mais pour vrai dire, il faut reconnaître que toute la première moitié du livre, presque, peut se lire comme une interrogation intensive et inventive de cette économie politique défaillante, antillaise. Il y a donc, à mon sens, au moins quatre catégories fondamentales de cette critique que j'aperçois dans ces lignes. Tout d'abord, Glissant interroge les formes d'apparence de la société martiniquaise, qu'on peut qualifier par le concept étrange et singulier d'une société néo-féodale de consommation sans production. Ensuite, à un niveau non pas d'apparence superficielle, mais dans sa structure nécessaire et déterminante, cette société néo-féodale de consommation se caractérise par une forme particulière de la violence sociale que Marx avait pointée dans cette notion de l'accumulation primitive, dite primitive, violence que Glissant nomme dans sa variante antillaise la dépossession. Deuxième caractéristique de ce néo-féodalisme consommateur, c'est une absence tout à fait singulière de ce que Marx avait appelé la subsumption. Je ne sais pas le dire en français. Comment on traduit ce terme? Subsumption, real, formal subsumption. C'est le concept que Marx avait
lancé dans le dernier chapitre jamais publié de sa vie du Capital, volume 1, résultat immédiat du processus de la production, real contre formal subsumption. En tout cas, je vais le dire en anglais. Il y a dans cette théorisation glissantienne une absence donc singulière et remarquable de ce processus de subsumption qui, pour Marx, est absolument clé dans la transformation d'une société à une forme, une structure donc capitaliste. Donc absence dans le système entier de subsumption réelle, c'est-à-dire de sa structuration systématique sous les exigences absolues du sujet réel du capitalisme, ce que Marx avait nommé le sujet automate du capital, sujet ou plutôt formation ou structure sociale qui subordonne tout à l'exigence absolue du capital de valoriser la valeur. Autrement dit, de réaliser constamment et en dépit de toute conséquence secondaire et nocive des augmentations infinies de survaleur. Là encore, comme toujours, Glissant forge son propre vocabulaire conceptuel et sans parler explicitement de subsumption, pas du tout. Il analyse la prédominance d'une société atavistique de troc, c'est son mot, qu'il répète à travers tout le livre, le troc, au sein du capitalisme. Le troc au sein du capitalisme galopant, mondialisant des 2 derniers siècles, au moins. En troisième lieu, toute cette analyse critique s'articule autour d'une référence et interrogation constante de la vraie structure de la société martiniquaise, sur les formes et les catégories adéquates pour saisir sa particularité singulière, mais non apparente. Enfin, toute cette critique originelle s'articule autour d'un refus systématique de toute politique inadéquate à transformer cette société que Glissant appelle morbide. Le refus de toute politique du simple acting out. Ce refus de la politique inadéquate se double donc d'une critique explicite, cette fois, du marxisme traditionnel, à la fois de ces catégories analytiques inadéquates, aussi bien que ses modalités d'action superficielle, c'est-à-dire du marxisme traditionnel qui ne veut pas forcément dire du Marx lui-même. Et donc je rapproche en quelque sorte certains concepts glissantiens du discours entier à Marx qui ne veut pas dire au marxisme traditionnel du XXe siècle que Glissant critique. Donc, passons rapidement ensuite, dans le temps qui me reste, ces quelques catégories de la critique glissantienne de l'économie politique. D'abord, ce que j'appelle le néo-féodalisme de consommation. Marx nous avait dit qu'à la différence de la société capitaliste, la société féodale se caractérise par l'application directe des formes de violence et de domination sociale dans le but de s'approprier, pour la classe dominante, la richesse excédente des classes dominées. La société martiniquaise, fondée, bien entendu, par la violence extrême de la plantation esclavagiste, jusqu'à ce que Glissant nomme le colonialisme réussi contemporain, des dômes, s'est constitué donc au sein du capitalisme, mais dans une forme excentrique, une forme particulière. Et c'est donc cette forme particulière, singulière, que Glissant interroge, non pas la forme absolue
idéal, disons, dans sa pureté théorique que Marx avait interrogé. Son caractéristique de cette société martiniquaise, c'est de rester, Glisson nous dit, une société de troc, du simple barter. Il y a là, Glisson affirme, une forte inertie technique. À la place du moteur général de l'accumulation capitaliste, propulsé par la création de survaleurs relatives, par la mobilisation de la science, de l'automatisation générale, de la production, etc., un tout autre circuit s'est imposé aux Antilles. Je cite, « L'économiste de troc se nuancera d'abord en pseudo-production, puis en production prétexte, enfin se transformera en un système de change, tel qu'on le voit fonctionner aujourd'hui. » Glisson dit, « change de crédit public contre des bénéfices privés dans le champ du tertiaire. » Et c'est là que je vois la continuité de ce que j'appelle ce néo-féodalisme. Bien sûr, dans la période plantationnaire esclavagiste, il y avait une sorte de violence extrême de caractère qu'on peut appeler peut-être féodal dans ce rapport, dans cette structure sociale esclavagiste. Cette forme de violence directe, bien sûr, est passée depuis 1848, mais je pense que quand même, en insistant sur le troc comme facteur clé qui particularise, qui singularise cette société, Glisson ne s'explique pas peut-être directement sur cette notion, mais je pense que dans ce rapport qui dit de change crédit public contre bénéfice privé dans le champ du tertiaire, c'est ce qu'il dit, il y a comme une sorte de cercle vide d'échange direct en l'absence de toute production dans la société martiniquaise. C'est-à-dire où il n'y a pas de production, où il n'y a donc pas de création de survaleur, du fait que la substance même du capitalisme reste le travail vivant. Mais là où il n'y a pas de production, en Martinique, aux Antilles, il ne peut pas y avoir non plus de substance de la valeur. Et donc, il y a comme un troc, mais au niveau supérieur, non pas directement, littéralement, de troc, d'échange sans monnaie, sans argent, mais comme un cercle vide qui structure la totalité de cette société où la monnaie, comme forme adéquate, nécessaire du capital dans son universalité, est contournée, disons. Du fait de l'absence de toute production suffisante, et d'autant plus la structuration de la société martiniquaise autour des normes de la valorisation de la valeur, de son absence, on trouve aux Antilles un étrange amalgame d'une société atavistique de troc consommateur. À la place du processus de la production capitaliste, que Marx résume par la formule célèbre M.C.M', cette société tourne autour de la vacuité du crédit fictif accordé par l'État afin de doper la consommation de produits d'importation. C'est une société sans dynamique d'accumulation, Glisson nous dit, qui exporte de la force du travail en métropole, grâce au fameux Bumidum. Une société où la négation du travail, plutôt d'ouvrir sur un dépassement éventuel de l'asservissement, se disperse dans une activité en suspension.
activité qui n'implique aucun dépassement valorisant possible, même lointain ou indirect. Je continue la citation. La création dérivée d'une valorisation du travail est impensable. Fin de citation. Ainsi, la dynamique hegelienne classique du maître et de l'esclave se trouve court-circuitée dans une fétichisation générale de la métropole, de la langue de l'autre, de la voiture, le fripe et autres. Une société de troc qui existe au sein de, ce qui plus fort encore, est manifestement la création même du capitalisme français, Glisson nous dit. Et ça plane à la surface de la marchandisation universelle. Le capitaliste producteur, Marx nous avait dit, capture la survaleur grâce à sa possession des moyens de production et de son asservissement de la force du travail. On le sait. La société de consommation entière, sans production réelle, ne fait que faire circuler le capital en forme de marchandises produites ailleurs. Je cite, « On importe ce qu'on ne crée ou ne fabrique pas, et on cesse de fabriquer pour importer. On remplace la notion de production par la notion de service. On exporte la force du travail. » Et Glisson conclut, on permet à une fraction du capitalisme marchand français d'opérer en Martinique une fructueuse plus-value commerciale. Fin de citation. De ce fait, la refocalisation systématique des investissements vers le développement des infrastructures est parlante. Elle vise, par définition, non pas une production éventuelle même, mais la simple circulation des marchandises, la transformation des formes du capital de marchandises en monnaie et de nouveau en marchandises dans le cercle vide de tout fonds réel, le troc. L'accumulation dite primitive que Marx avait décriée dans les pages culminantes du Capital, le premier volume, histoire écrite, Marx nous dit, dans les annales de l'humanité en lettres de sang et de feu, indélébiles. Ce processus se trouve aussi, mais dans une forme singulière, tout à fait singulière aux Antilles, forme que Glisson nomme la dépossession. Si ce terme englobe toute une gamme de phénomènes pour Glisson, depuis l'ultraviolence originelle de la traite, pour culminer dans l'aliénation générale contemporaine du délire frénétique consommateur, le concept pointe dans toute sa profondeur la dépossession générale des Antillais de tout moyen de production, aussi sûrement que les crofters écossais du XVIIIe siècle, qui sont l'exemple historique principal chez Marx. Seulement, si les crofters avaient entamé une résistance séculaire contre le capitaliste anglais, le Martiniquais, lui, se perd dans les vapeurs de la fétiche de la marchandise. Je cite, « On sépare le Martiniquais de sa terre, de son milieu. Il s'en fout. Il ne peut que s'en foutre, perturbé, incertain de son ordre, incapable par ailleurs de ce désordre continu. » Fin de citation. Cette analytique de la dépossession relève de la relation, mais dans sa forme négative, destructrice. Les rouages, Glisson nous dit, les modes cachés de la relation, les mises en rapport qui la fondent. Fin de citation. Dans ce processus de dépossession, les béquets jouent un rôle prépondérant dans l'analyse de Glisson.
c'est un des aspects les plus intéressants, je pense, de la critique de Glisson. Les Becquet ne sont nullement pour lui la classe expropriatrice, mais un simple paravent fétichisé qui cache le vrai acteur dans ce drame qui est pour Glisson le capital français. Je cite, « En Martinique, ceux qui appartiennent à l'élite à l'encontre de la bourgeoisie française ne détiennent et n'ont jamais détenu de moyens de production ni exercé de contrôle sur la production. L'astuce coloniale est d'oblitérer la réelle domination globale, invisible, sous la non moins réelle et visible exploitation par les Becquet. » Fin de citation. Encore plus, la départementalisation de 1946, demandée et vécue par la population comme un vrai pas en avant, n'est pour Glisson que la formalisation juridique de cette structure de relais capitaliste, où le Becquet investit dans les centres commerciaux, par exemple, la métropole dans les infrastructures, et le Martiniquais, lui, se réalise comme sujet du colonialisme réussi dans le spectacle général de la consommation périphérique. Le plus intéressant de toute cette critique est sûrement le moins commenté, enfin, à ce que je sache. Dites-moi le contraire, je veux bien. C'est que cette critique de l'économie politique martiniquaise, tout comme celle de Marx du capitalisme en général, s'articule comme un refus des formes superficielles de l'apparence au nom d'une focalisation assidue sur ce que Glisson nomme la structure économique de cette société. En fait, Glisson mobilise toute une gamme de concepts qui définissaient la critique althussérienne du capitalisme des années 60 et 70. Structure, structuration, surdétermination, conjoncture, j'en passe. Cilia, pardon. Autocorrect a mis votre nom ton nom là-dedans. Si cela... Cecilia aussi. L'ordinateur devient impossible à maîtriser à des moments. Si cela n'a pas été remarqué jusqu'ici, à ma connaissance, ce n'est quand même guère étonnant. Les modalités critiques d'Althusser prédominaient tout à fait à l'époque où Glisson écrit les textes du discours entier, c'est-à-dire les années 70. Nous avons depuis longtemps, il me semble, eu tendance à reléguer Glisson à un certain esthétisme dépolitisé, moi je parle de ma part personnellement au moins, qui prédominait dans ses derniers écrits. Moi-même, j'ai pu autrefois critiquer cette tendance au nom d'une certaine politique anticoloniale. Aujourd'hui, je découvre ce qui était toujours déjà là, dans ce texte. Cette critique a tendance explicitement structurale, pour ne pas dire structuraliste, à la lumière de laquelle la qualification est mise en garde de Glisson contre toute politique qui ne toucherait pas à ce fond structurant, devient critique qui devient parfaitement lucide. La société martiniquaise n'est pas tant la création d'individus, mais c'est que, je cite, le système colonial ayant constitué la Martinique en terre de change, de passage, et non plus de production. Fin de citation. La société martiniquaise serait de ce point de vue la création adéquate et nécessaire du capitalisme colonial français. Je cite, « Ce qui détermine la société martiniquaise est qu'elle a été structurée à même le désordre colonialiste par les capitalistes français. » Fin de citation. Surtout, cette critique structuraliste glissoncienne nous indique le fond et le but propre de son interrogation de l'histoire antillaise. Si nous savons depuis longue date que le discours antillais engage et critique la raturation du passé sous l'expérience
oblitérante de la traite et de l'esclavage. Ce que je n'avais pas relevé auparavant dans tout cela est que Glissant n'explique pas cette raturation par la seule violence immédiate de la plantation et l'aliénation coloniale. Le discours entier rejette toute histoire événementielle, justement parce qu'elle ne touche pas aux fonds structurantes qui déterminent la nécessité de cette formation sociale. Glissant propose, par exemple, dans le chapitre 30, Pan et période, une toute autre histoire de la Martinique, celle-là structurelle, depuis la traite jusqu'à ce qu'il appelle la néantisation. C'est une histoire dévouée de noms propres, dont les éléments composants sont plutôt des formes économiques, troc, monoculture, disparition de producteurs, système d'échange fictif, etc. C'est, je cite, Glissant affirme, une vision interne de cette histoire, où le caractéristique principal de son découpement est un processus d'origine externe. Je cite, « Le discontinu réel tient en ceci qu'à chacune des articulations des périodes que nous avons délimitées, l'élément décisif du changement n'est pas sécrété par la situation, mais décrété de l'extérieur en fonction d'une autre histoire. De ce point de vue, seul compte, comme vrai projet politique, une initiative qui pourrait déplacer ce fond structurant anonyme, fond structurant anonyme de la société martiniquaise. Je cite, « Le pont d'histoire est subi, la période suppose un projet global vers lequel la communauté s'efforce. Pour nous, reconquérir le sens de notre histoire, c'est connaître le discontinu réel pour ne plus le subir passivement. » Fin de citation. L'exemple classique de cet acting out hystérique, c'est pour lui la révolte inopérante de Louis Delgrès de 1802. La décolonisation et ses protocoles léninistes sont tout aussi pour lui vides de ce point de vue. Je cite, « À quoi sert de faire référence de manière rituelle et semi-magique aux modalités connues de la décolonisation dans le monde, si le procès même de cette réussite n'est pas entrepris? Ce ne sont dès lors que pulsions bavardes qui n'ont pour fonction que de satisfaire les individus ainsi possédés par les modes de l'action d'autrui. » Et pour conclure sur ce ton, nous lisons dans le chapitre 38, Action culturelle, je cite, « Seul un bouleversement du système ou du non-système de production pourrait combattre le désordre structurel de la société martiniquaise. » Fin de citation. Je conclus. Donc, pour conclure, 2 points. Une réserve et puis une appréciation. Réserve, appréciation. Il y a, en dépit de la force et l'originalité de cette critique de l'économie politique martiniquaise, une certaine ambiguïté importante. Finalement, il n'est jamais clair, il me semble, si Glissant attribue cette structuration délétère de cette société aux forces impersonnelles du capital, au sujet automate, au capital lui-même, comme force structurante de la société mondiale, ou plutôt à de simples individus et de leur volonté et volontarisme, je dirais. La nature hétéroclite de ces textes du discours entier contribue certainement à cette ambiguïté. Une fois, ce sont les capitalistes français ou une volonté délibérée d'une politique élitaire du pouvoir français que Glissant pointe. Ailleurs, au contraire, c'est plutôt le capital français ou un fondement économique de l'aliénation qui sont impliqués par cette critique.
Mais cette ambiguïté qui vacille entre une analyse structurelle et un marxisme excentrique, ou une critique, au moins, de l'économie politique martiniquaise, d'allure humaniste, suggère pour moi une autre ambiguïté, mais cette fois qui indique, je pense, toute l'actualité de ce texte, maintenant vieux de bientôt 40 ans. Pour Glisson, au milieu des années 70, le cas de la Martinique semble singulier. Il le compare seulement à d'autres colonies tardives, telles la Micronésie américaine, dans ses pages. Absence de toute classe productive, autrement dite prolétarienne, prédominance du secteur tertiaire, de la consommation, de l'injection systématique du capital fictif afin de soutenir et même empêcher l'effondrement du système, la capture de la survaleur par la délocalisation, la singularité de la Martinique, de ce point de vue, ne semble guère inouïe 40 ans plus tard. Si Glisson décortique impitoyablement le système et la structure martiniquaise afin de révéler ses contradictions internes cachées, nous sommes depuis longtemps entrés au niveau mondial dans une crise de la production de la survaleur du fait de l'élimination systématique du travail vivant, de la production globale, travail vivant qui est la seule substance de la valeur dans le capitalisme. Nous vivons à travers le monde entier, nord et sud, riches et pauvres, central ou périphérique, la démence impitoyable du sujet automate. Le vrai sujet dominant qui exige sans cesse toujours plus de sacrifices sur l'autel de la valorisation de la valeur. Depuis longtemps, nous sommes tous martiniquais. Merci. Merci beaucoup, Nick, pour cet exposé qui nous place au cœur vraiment de la question de la politique chez Glisson. J'ai l'impression que ta relecture du discours antillais peut-être t'a amené à peut-être trouver des traces peut-être positives pour toi d'althussérisme chez Glisson. C'est vrai, soupçonné. De revoir cette idée qu'il se serait dépolitisé sous l'effet, je ne sais pas, de Deleuze ou d'autres. Donc, remarxisation, ça va être peut-être un débat sur finalement Glisson politique. Glisson était-il marxiste ou pas? D'ailleurs, je voudrais juste devancer un petit peu demain la diffusion d'un entretien que Françoise Simassochi-Bornès a réalisé avec René Depestre, où René Depestre dit, mais oui, Édouard Glissant, il est anticommuniste, il a toujours été anticommuniste, anti-marxiste, etc. C'est un débat. En tout cas, merci de nous montrer combien le discours antillais, qui a été écrit effectivement il y a une quarantaine d'années, peut avoir aussi sa grande actualité. Je vous propose de faire une pause discussion. Et peut-être que parmi vous, à ce panel, vous souhaitez peut-être intervenir et poser des questions à Célia ou à Nick. Et puis la salle, évidemment. Corinne Moncé-Cassière, je vous voyais un peu réagir de temps en temps à l'exposé de Nick. Alors, peut-être voulez-vous intervenir? Je ne vous force pas. Hein. Vous avez votre micro. Oui, il fonctionne. Il faut parler tout près. Oui, simplement, en tant que martiniquaise, c'est vrai que les propos, l'analyse semble toujours tellement actuelle, et peut-être que la situation s'est encore aggravée. Donc, on a l'impression d'une circularité, finalement, et ça donne à réfléchir, parce que c'est vrai que tous les mécanismes, tout ce qui est décrit, ça s'est beaucoup accentué. Et
on se demande si finalement des textes comme le discours antillais, on n'en aurait pas besoin de nouveaux textes, parce que finalement, la critique s'est tournée depuis un certain temps sur d'autres textes qui mettent plus en avant des concepts comme la relation, la colonisation, mais l'actualité martiniquaise reste malheureusement, je dirais, fortement liée au discours antillais finalement. Voilà. Françoise. Est-ce que par exemple, dans les textes, pour prolonger un peu ce que vous dites, dans les manifestes qu'il a écrits récemment, notamment le manifeste des produits de première nécessité, je crois, est-ce qu'on ne retrouve pas justement cette veine politique qui est toujours présente dans son discours, enfin, qui est sous-jacente dans son discours? Tout à fait, c'est vrai. Je voulais simplement souligner à propos de ce que tu as dit, François, que d'un côté, comme Célia l'a dit à plusieurs reprises dans le texte, dans le discours entier, Glissant est très critique explicitement du marxisme et des catégories d'analyse de la société inadéquates, il le dit, à la situation martiniquaise. Et ce que je voulais suggérer seulement, c'est qu'en même temps, à côté de cette critique explicite, disons, d'un certain, disons, léninisme du XXe siècle, d'un certain marxisme traditionnel, il y a eu dans ce marxisme traditionnel, je dirais, une réception peut-être, bon, je vais le dire, inadéquate du texte, de l'analyse de Marx, et que dans sa complexité et de son analyse de la société comme forme sociale, il y a des échos au niveau de le problème de la structure de la société que je trouve entre ces deux textes, le discours entier et le Capital. Je voudrais juste dire, alors c'est plus à propos de l'économie politique, mais à propos de la politique, que lors d'un entretien que je viens de publier là, avec Édouard Glissant sur la politique, il disait qu'au fond, les mouvements, par exemple, cubains ou les mouvements d'Amérique du Sud n'étaient pas du tout d'inspiration marxiste. Alors, moi, j'assistais, je disais, mais c'est quand même ces mouvements de gauche, etc. Et il m'engueulait en me disant, mais ça, c'est des propos d'Européens qui plaquent l'analyse révolutionnaire marxiste, mais la révolution cubaine n'a rien de marxiste. Les mouvements d'Amérique du Sud n'ont rien de marxiste. C'était très très virulent, disant qu'il y avait une forme d'opposition politique qui s'inspirait d'une culture oppositionnelle qui était propre à l'Amérique du Sud, à l'Amérique latine, à Cuba. Hein. Oui, c'est ça. Je vais tout à fait dans le sens de ce que vous êtes en train de dire, parce que s'agit-il du marxisme à Cuba? Il en est beaucoup question ces temps-ci à propos de 68 et du cinquantenaire de la mort de Guevara. Et l'on a beaucoup dit que Guevara était beaucoup plus marxiste que ne l'était Fidel lui-même. Et en réalité, s'il existe un socialisme à la cubaine, il ne faut jamais oublier que c'est une forme de socialisme sui generis, parce qu'il y a des matrices autres que le marxisme. Il y a la lutte de libération nationale qui a été menée par José Martí. Et il y a beaucoup d'éléments martiniens dans ce socialisme, entre guillemets, qui a été mis en œuvre à Cuba. J'ai une question pour Nick Nesbitt. Pendant toute votre présentation, en fait, je pensais au concept licencien du détour.
Et effectivement, vous avez dressé ce portrait assez très juste, très réaliste, mais aussi très noir, de la surdétermination du système que les sociétés antillaises ont hérité de la plantation, de l'esclavage. Mais l'antillais aussi a toujours subverti ce système. Il a toujours détourné, c'est-à-dire on a la plantation, mais on a aussi le tracé qu'empruntait l'esclave pour subvertir. Et je pensais également au mouvement de 2009 en Guadeloupe, donc la plus grande grève dans l'histoire de France. Et pendant 44 jours, les Guadeloupéens ont fait sans la métropole, on fait sans la République, on fait sans la France. Donc on a redécouvert le jardin créole, on a redécouvert des systèmes en dehors du système capitaliste. Voilà, et je pensais à tout ce qui se passe. Alors oui, je rejoins Corinne, c'est vrai que c'est encore actuel, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a toute une conscience qui est en train de naître, et j'aimerais bien être un petit peu optimiste. Je pense notamment à la culture populaire. On a beaucoup de chansons raga dancehall, donc de la jeune génération qui parle de ça. Il faut consommer local. Dans les Ecomax en Guadeloupe, on va trouver le petit label produit local. Et je pense qu'on est sensible à ça, que les populations antillaises sont sensibles. Alors oui, on ne pourra pas échapper à l'économie béquée. On sait bien que 99% de tout leur appartiennent, mais il y a ce détour qui est en train qui a toujours existé depuis l'esclavage. Mais voilà, je voulais savoir. Merci beaucoup. Et votre référence au détour me fait penser que, bien sûr, il y a chez Glissant toujours cette préoccupation pour le détour et tout ce que cette opération possède de capacités politiques, de détournement, etc. Mais ce que moi, je n'avais pas aperçu dans l'ensemble de ces textes et de cette optique théorique, c'est que dans le refus d'une certaine politique comme inadéquate, il y a quand même toujours une référence à ce qui serait éventuellement une politique adéquate, c'est-à-dire seulement une politique qui arriverait, on ne sait pas forcément par quels moyens, à déplacer, à détourner, à restructurer les forces qui déterminent la structure même de la société. Et c'est ça qui, pour moi, me saute aux yeux maintenant, mais que je n'avais pas encore vu. Merci. C'est juste une petite remarque sur la question du discours antillais. Le discours antillais n'a jamais figuré dans ces poétiques. Ce n'est pas poétique, 2, 3. Ouais. Donc c'est un texte à part. Je ne sais pas si vous avez une explication pour cela. Mais pour moi, le discours antillais n'est pas le discours d'un antillais. C'est un livre issu de IME. Et une fois que vous lisez un peu le contexte de IME, vous comprenez mieux certaines des questions que vous avez posées. C'est-à-dire, c'est un institut qui réfléchissait sociologiquement, politiquement, anthropologiquement sur la société. Donc, il ne faut pas voir le texte comme juste la voix de Glissant. Vous voyez, c'est lui qui véhicule toute une pensée à l'époque. Donc, ce n'est pas le discours d'un antillais. Et aussi, d'une autre façon, ce n'est pas le discours d'un antillais, c'est le discours d'un Caraïbéen qui explique par traduction Caribbean Discourse. Je pense que Glissant, à l'époque, et personne ne parle de ça, mais je sais qu'il était très sensible, et il a même invité les gens à ce qui se passait ailleurs dans la région. Vous ne parlez pas de New World Studies, de New World Group à la Jamaïque, de James Millet à Trinidad, des Cubains, des Haïtiens, etc. Parce qu'il y avait tout un entour politique. Et il réfléchissait sur la Martinique au sein de cet entour. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils faisaient les autres? Parce que ce sont des sociétés de plantation. C'est ces sociétés qui essaient de sortir, vous voyez, de ce passé. Donc, je pense qu'il faut quand même nuancer sur toute cette approche marxiste, althusérienne, avec un peu du contexte alentour. Oui. Merci, Michael. Juste pour rapidement, justement, dans ces passages que j'ai cités,
il y a à plusieurs reprises la reproduction de dialogues et de discussions de ce groupe de recherche et cette multiplicité des voix. Mais même, je dirais que dans cette multiplicité, la notion de structure, dans le sens que je l'ai présenté, revient. Non pas seulement chez Glissant, mais chez les autres interlocuteurs, je pense aussi. Donc, c'est quelque chose à développer, c'est sûr. Merci. Oui, bonjour, Joël Desrosiers. Ma question s'adresse à Nick Nesbitt. J'ai été interpellé par le titre de votre intervention et quelques références tout de même qui me sont apparues utiles à relever, notamment l'association libre, c'est le titre de votre intervention. Secondairement, Delgrès associé à un acting out hystérique. Et par la suite, la question du sujet automate. Oui, c'est historique. Hein. Ah, historique. Bon. Non, mais hystérique aussi, j'ai dit. Oui. J'ai dit les deux. Oui, il me semble avoir entendu les deux, oui. Ça aurait été un acte manqué de ma part. En même temps qu'apparaît le discours antillais à l'époque, apparaît aussi ce courant appelé marxisme et psychanalyse, qui n'a pas fait long feu, puisque la question avait été vidée rapidement, à savoir, y a-t-il un lien entre la psychanalyse et le politique? Y a-t-il un lien entre marxisme et politique? Est-ce que le lien social peut être ramené à l'intimité de l'inconscient? Ces éléments chez vous me portent à penser qu'il y a là aussi une critique à vous faire, à savoir, est-ce que vous ne revenez pas à ces concepts entre marxisme et politique, c'est-à-dire Marcuse à l'époque et autres philosophes, plutôt qu'à Althusser? Et je voudrais vous entendre commenter ces questions qui m'apparaissent importantes. Vous n'avez pas écrit Association libre par hasard, ni non plus faire allusion à ce qui n'est pas métabolisé, c'est-à-dire le passage à l'acte, qui est plus quelque chose de l'ordre de concepts psychanalytiques. Et dernier commentaire, c'est sur la question de la ségrégation, du racisme aux Antilles, qui pose un problème de la décolonisation de la dialectique hegelienne, c'est-à-dire qu'il y a introduction désormais à partir des années 60 de ces questions fondamentales après Fanon. Voilà, c'est l'ensemble des éléments qui me sont venus en vous écoutant. Merci. Oui, merci Joël. Il y a beaucoup d'éléments là-dedans et je dois dire que, comme j'ai dit au début, j'ai lancé ce titre sur l'association libre et enfin, ma lecture m'a dévié vers d'autres éléments. Mais je pense que cette idée, cette notion d'association libre reste quand même en horizon peut-être de tout cela dans ses dimensions plurielles que vous indiquez justement entre le psychologique, l'expérientiel, le social, etc., dans toute sa complexité, que justement un texte comme le discours entier explore dans sa complexité, dans sa totalité, à tous ces niveaux. Et donc, pour la question de acting out, de l'hystérie, de Delgrès, je dois dire que dans le livre que j'ai publié il y a quelques années, j'ai oublié le nom. Non, le dernier. Alors, je veux dire le discours entier, c'est pas du tout ça, c'est pas moi. Enfin, en tout cas, j'ai développé cette idée des lectures de Glissant de l'événement ou de ce qui s'est passé en 1802 chez Delgrès, qui pour lui est une sorte de contrepartie
par rapport à la révolution haïtienne et le développement vers l'indépendance, vers l'émancipation à visée universelle chez les Haïtiens, tandis que, pour Glissant, chez Delgrès, en 1802, il y a comme une sorte de hystérie dans l'incapacité de mener à bien cet acte politique et qui justement trouve sa forme adéquate dans le texte de Delgrès même qu'il publie à l'univers entier, etc., le cri de désespoir, que ce texte et le pathos de ce texte, je pense, relève justement de l'impossibilité de cette situation en comparaison avec celle haïtienne. Et donc, cette référence à l'hystérie voulait seulement invoquer ce registre et cette complexité de cette discussion dans ce texte. Merci. Pour revenir à cette notion d'association libre, c'est amusant comment on projette, parce qu'effectivement, tout de suite, l'association libre, évidemment, c'est psychanalytique, quoi. Et moi, en fait, j'avais pensé à association politique, le mouvement associationniste, d'inspiration, voilà. Chacun, en fait, projette. Et justement, ça me permet de revenir à cette notion d'association. C'était quoi, en fait, Nick? C'était association libre? C'était plutôt politique ou psychanalytique? C'est tout. C'est tout, d'accord, c'est tout. C'est en même temps. C'est ça, l'association libre.